15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité. Vous le connaissez sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux et pour repartager de plus en plus ces vidéos qui combattent l'antisémitisme ou encore l'antisionisme en déconstruisant les idées reçues. C'est sa volonté. Chroniqueur de Léon le Média et de cette émission sur Radio J, Samuel Madar vient nous voir pour nous faire découvrir son parcours mais aussi ses projets. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Samuel Madar. Bonjour Cyrielle. Je suis tellement heureuse de vous avoir en invité en face de moi parce que je suis sûre qu'on va se dire beaucoup de choses très intéressantes. Et j'ai hâte. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très content d'être là et d'être assis de ce côté. Pour une fois, ça change. Écoutez, je trouve ça tout à fait légitime parce que comme je le disais en sommaire de cette émission, il y a pas mal de personnalités plutôt jeunes dont vous faites partie qui commencent au fur et à mesure du temps à avoir un impact et un rôle dans la communauté juive, notamment à travers des réseaux sociaux. Et vous en faites partie. Je trouvais logique et bien de pouvoir vous donner cette parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme je disais, c'est un vrai plaisir d'être là. Et puis si on parle de combat, parce que c'est un petit peu de ça dont il s'agit, c'est effectivement ce que je me suis donné comme ligne de conduite, c'est-à-dire d'essayer de parler à tout le monde, mais en particulier aux jeunes. Ouais. Alors, on va évidemment tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, Samuel Madar, puisque c'est l'ADN, je ne vous apprends rien. Et pour démarrer cette émission, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? 3 mots. Je vais essayer de parler de 3 mots qui me décrivent actuellement. Je dirais engagé. Je pense que ça me correspond pas mal. Je dirais inquiet également. Et puis un mot qui va sembler un petit peu antinomique par rapport à inquiet. Je dirais aussi optimiste, qui va aussi avec le terme de combatif. Eh bien écoutez, on va voir si ça colle avec ce que vous allez nous offrir et nous donner tout au long de cette émission. Et on démarre par le début, toujours le début. Samuel Madar, vous êtes né le 16 février dans les années 80, pour être précise 87 à Clichy. Vous avez grandi dans le 18e arrondissement de Paris, puis à Suresnes avec 2 sœurs et vos parents, dont votre père était directeur de boîte informatique et votre mère enseignante en économie à la Sorbonne jusqu'à votre arrivée. Quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Moi, j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais vraiment très très heureuse. Je parlais tout à l'heure d'inquiétude. C'était exactement le contraire que j'avais lorsque j'étais enfant. J'avais pas de soucis, il y avait pas de responsabilité comme tout enfant, j'ai envie de dire. Enfin, j'espère. Et surtout, c'était une éducation que j'ai reçue qui était celle où j'avais pas besoin de m'inquiéter parce que, comme dans beaucoup de familles juives, on est pas mal, j'allais dire biberonné. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais en tout cas, j'étais pas mal protégé. Et ça m'a beaucoup servi aussi pour la suite de ma vie. Ce qui retient un petit peu mon attention par rapport à mon enfance, c'est surtout la cour d'école. Lorsque j'étais notamment en maternelle et école primaire, il n'y avait pas de juifs, de musulmans, de noirs ou d'autres choses. On était tous des enfants. Et pour l'anecdote, ma mère me posait souvent la question, alors t'as fait quoi aujourd'hui à l'école ? Et je disais, j'ai joué au foot avec telle et telle personne. Ah, et comment il s'appelle ? Lui, d'accord, mais il ressemble à quoi ? C'est qui, que je sache le reconnaître ? Et je lui donnais toutes les infos, sauf par exemple qu'il était noir. Parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de dire qu'il était noir, c'était juste un enfant. Alors qu'aujourd'hui, le premier truc qu'on dirait, c'est qu'il était noir. C'est une très bonne précision parce que j'allais vous demander si vous aviez souffert d'antisémitisme dans l'enfance. Quel petit garçon vous étiez alors et quelles étaient vos passions ? Alors, pour répondre à la première question, durant mon enfance, non. Je n'ai pas eu à subir d'antisémitisme parce que je pense que c'était aussi peut-être une période, une question d'époque. Il n'y avait pas ces sujets-là à mon âge. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On retrouve de l'antisémitisme dans les cours d'école, de primaire et même de maternelle. J'ai pas mal de gens qui me remontent des informations qui sont effrayantes à ce niveau-là. Non, moi j'ai commencé à avoir mes premiers affronts, j'ai envie de dire. Par rapport à l'antisémitisme au niveau du collège et puis un peu plus ensuite au lycée quand j'ai commencé à sortir aussi en boîte, etc. Vous étiez quel genre de petit garçon ? J'étais un petit garçon rêveur. J'étais un petit garçon très éveillé, peut-être un petit peu trop, très distrait aussi, mais qui m'intéressait à beaucoup de choses. J'arrivais pas forcément à me focaliser sur une seule chose. J'étais intéressé par peut-être trop de choses à la fois. Moi, il faut savoir que j'ai aussi grandi avec des piles de journaux chez moi, de plein de journaux différents. Donc mon rêve de gosse, j'en avais 2. Le premier, c'était de devenir aventurier comme Indiana Jones. Je peux peut-être dire que c'est un peu exaucé d'une certaine manière aujourd'hui. Ah oui ?
Et c'est un peu une aventure finalement ce que je vis aujourd'hui. C'est vrai. Et même si j'ai pas un fouet et un chapeau, ça ressemble un petit peu d'une certaine manière. Et puis mon second souhait était de devenir journaliste. Forcément, je parlais des piles de journaux qui étaient là. J'étais toujours intéressé par l'actualité pendant toute ma jeunesse en tout cas. Alors, vous allez faire vos études dans le public au collège à Neuilly-sur-Seine et puis au lycée à Suresnes. Vous allez obtenir une licence de droit à Nanterre et un diplôme de journaliste à l'Institut des médias. On comprend qu'à ce stade-là, vous vouliez devenir journaliste. Est-ce qu'il y avait une volonté, en faisant et du droit et du journalisme, de faire défendre un peu la veuve et l'orphelin, quelque part? Défendre la veuve et l'orphelin, je sais pas, j'avais une quête de vérité en tout cas. Ma vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité unique, mais en tout cas celle de... c'est intéressant cette notion de défendre la veuve et l'orphelin, parce que d'emblée j'allais dire non, et en vérité peut-être un petit peu. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très empathique, qui déteste l'injustice. On va dire que je parle beaucoup de ma mère, mais ma mère savait tout de suite si je mentais ou non, quand elle m'engueulait pour quelque chose qui se passait à la maison. Si je baissais la tête, c'est qu'elle avait raison. Si je me mettais à hurler, c'est qu'elle m'accusait à tort. J'avais un vrai problème avec l'injustice. Samuel, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le cumul de ces deux emplois pour lesquels vous avez été formé vous définit lorsqu'on vous retrouve sur vos vidéos? J'ai pas très bien compris. Parce qu'il y a le droit que vous tentez de défendre dans vos vidéos et du journalisme aussi. Est-ce que quelque part, c'est le cumul de ces deux formations qui vous définissent aujourd'hui? Je pense que les deux vont de pair aujourd'hui. Ouais. On a encore des exemples actuels lorsque l'on parle de certaines choses. Aujourd'hui, si on reprend un peu l'exemple de la flottille qui était là, il y a beaucoup d'exemples. Est-ce qu'ils étaient en eau internationale? Est-ce qu'ils étaient en eau qui appartiennent à Israël? Est-ce qu'ils ont été kidnappés ou est-ce qu'ils ont été non pas kidnappés, mais retenus en tout cas en prison, en détention administrative en tout cas. Enfin, il y a beaucoup d'éléments juridiques qui rentrent dans l'actualité et c'est important de bien nommer les choses, comme dirait l'autre. On va y venir dans un instant, mais tout d'abord, vous allez devenir business développeur au sein d'une société de conseil informatique avec plusieurs collaborateurs. Vous allez passer 10 années en vente dans le consulting en IT sous différentes casquettes avant de devenir directeur commercial ou encore directeur des relations internationales, du recrutement et de la formation. Pour démocratiser le propos pour nos auditeurs qui ne comprennent pas, ça veut dire quoi? Pour démocratiser, alors ce sont deux métiers différents. Il y en a un qui est très commercial, où là le but c'est d'aller chercher des besoins chez les clients et d'essayer de comprendre. Mais c'est intéressant parce que c'est un petit peu lié aussi à ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'essaie de m'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément envie de dire des choses, mais il faut quand même leur faire dire les choses avec l'art et la manière, si j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de points communs avec le journalisme, il y a beaucoup de points communs aussi avec l'art dramatique, des choses qui vont un petit peu avec ça aussi. À ce stade-là, puisqu'il y a de l'informatique, est-ce que vous diriez que vous suivez la voie de votre père avant de dessiner la vôtre? Pour être tout à fait franc, je ne savais pas quoi faire dans le sens où je n'arrivais pas à gagner ma vie en tant que journaliste, ce qui était pour moi une véritable désillusion parce que c'était un rêve d'enfant qui désenchantait. Alors je me suis posé la question, Samuel, de quoi t'es capable? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes compétences? Ton potentiel? Et donc j'en parlais aussi bien sûr avec mes parents et comme j'avais plutôt des qualités relationnelles, un sens de la communication, un goût pour la négociation aussi, bon, ça avait du sens aussi d'aller dans ce sens-là et la première opportunité qui s'est présentée à moi, comme on dit chez moi, kautarbi, comme par hasard, c'était dans l'informatique. Depuis le 2 août 2024, pour être également précis, Samuel Madar, vous avez décidé de vous lancer sur les réseaux sociaux sous le nom de l'édito de Madar avec une première vidéo. On est dans quel contexte à ce moment-là? On est dans un contexte où on est environ... alors je l'ai lancé en août 2024, donc quasiment un an après les attentats, les massacres du 7 octobre 2023. Et pendant ces mois, entre le 7 octobre 2023 et la période où j'ai lancé ce compte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées de manière intime. D'abord, il y a eu le choc. C'est-à-dire que j'avais, comme beaucoup de personnes, ce sentiment de m'enraciner et d'être impuissant face à ce qui se passait. Et puis, j'étais scotché 24 heures sur 24 face à mon écran, que ce soit celui de la télé ou de mon téléphone. Ouais. Et puis, je ne savais pas quoi faire à part pleurer finalement. Et puis, au bout d'un moment,
il faut bouger, enfin, c'est le besoin que j'ai ressenti en tout cas. Donc j'ai commencé à participer à des manifestations, à militer. J'ai commencé aussi à essayer de faire un peu plus de choses. Je suis parti en Israël en décembre 2023. Donc assez peu de temps finalement. Très vite. Oui, très vite. Et j'étais avec ma femme dans un moshav qui s'appelle Talmei Yosef, qui est à la frontière de Gaza, à quelques kilomètres à peine de Khan Younes, qui était l'épicentre à ce moment-là des événements à Gaza. Et ce que j'ai vécu dans ce moshav, et ce que j'ai vécu même en Israël au sens plus large du terme, c'était une union sacrée sur place avec une entraide que je n'avais jamais ressentie auparavant, alors que je suis quand même allé plusieurs fois en Israël, mais cette fois-ci a été le voyage le plus marquant de ma vie. Et je suis revenu de là en me disant, mais est-ce que moi j'ai le droit de me plaindre en tant que Français ? Est-ce que moi j'ai le droit de me dire ça va pas ici ? En fait non. Parce qu'en Israël, ils sont en pleine guerre, ils souffrent, ils ont leurs proches, ils ont leurs familles qui sont sur le champ de guerre, certains qui sont morts. Et moi, je vais partir me plaindre en disant ça va pas en France ? Ben non. C'est pour ça que j'ai commencé, pour répondre un petit peu à la première question, à faire un petit peu plus, à organiser aussi des manifestations et à faire un petit peu plus dans le sens où, sur ma page personnelle Instagram, je relatais quotidiennement ce qui se passait avec mes propres commentaires. Et puis j'ai eu 1, 2, 3, 10, 20 personnes qui me disaient « Mais pourquoi tu lances pas ta propre page ?» Alors j'en ai parlé à ma femme, qui me disait que c'était une bonne idée et qui me disait que d'abord qu'elle m'encourageait à le faire. Et puis je l'ai pas fait immédiatement, mais c'était un truc qui me trottait dans la tête. Et je lui en ai reparlé 1 fois, 2 fois, 5 fois. La dernière fois, elle m'a dit, tu m'as saoulé. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Si tu le fais, je serai avec toi et c'est comme ça que je le fais. Et c'est sérieux, en fait, de poser cette question qui a l'air complètement anodine, mais c'est une responsabilité aujourd'hui de faire une page comme vous le faites. La première vidéo que vous postez, elle s'intitule « Quelle suite après l'élimination du chef du Hamas ?» On va écouter un extrait. C'est quoi ce bordel au Proche-Orient ? On a le chef du Hamas, un général des gardiens de la révolution islamique, le numéro 2 du Hezbollah et le commandant des brigades Al-Qassam qui se sont fait neutraliser en moins de 3 semaines. Alors ouais, très gros coup joué par les services de renseignement israéliens et je vous parie que dans quelques années, il y aura une série Netflix dessus. Je serai le premier à le voir. Alors très vite, il y a un repartage, on appelle ça comme ça, un follow, qui se fait avec des gens qui viennent vous parler, qui s'abonnent. Dans le même temps, vous devenez chroniqueur, et corrigez-moi bien sûr si je me trompe, pour Léon le Média, qui vise à promouvoir, si je puis dire, une meilleure image d'Israël. Est-ce que vous diriez que c'est ça ? Oui, d'abord c'est marrant de réécouter cette première vidéo. Vous avez vu l'évolution ? Ah là là, c'est incroyable d'entendre ça parce que c'est pas si loin au final, oui. C'est il y a moins d'1 an même. Mais la différence qu'il y a entre ce que je faisais ce jour-là et ce que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir. Bien sûr, vous voyez votre évolution. C'est marrant. Pour répondre sur Léon, oui, je pense que l'un des combats de Léon est d'expliquer, d'analyser et de contextualiser un certain nombre de choses qui ne le sont pas assez aujourd'hui. Est-ce que très vite, vous prenez conscience de la force des réseaux et vous vous dites qu'il y a une carte à jouer ? Complètement. Et c'est assez vertigineux parce que quand j'ai lancé ce compte, l'édito de Madar, je m'étais dit, si j'arrive à toucher 500 personnes, allez, 1000 personnes... C'est ça le prix. Ouais. Et aujourd'hui, je fais par mois environ 2 millions de vues. Donc c'est quand même... ça peut avoir un côté un petit peu vertigineux. Et puis c'est un côté aussi rassurant, dans le sens où je me dis que ma parole dépasse le cadre juif. Depuis, donc, vous avez continué, vous recueillez aujourd'hui à peu près 30 000 abonnés, tous réseaux confondus. Dans ces vidéos, elles sont courtes, percutantes, avec un style plus ou moins cynique, si je puis me permettre, On peut dire ça. Qui combattent l'antisémitisme et l'antisionisme. Vous abordez quel sujet de manière générale ? J'apporte les sujets dans l'actualité immédiate. Ça me semble important de réagir aujourd'hui sur pas mal de choses qui arrivent en temps réel, parce qu'aujourd'hui on est tous abreuvés d'un flux d'informations perpétuel et continu où finalement il y a assez peu d'analyse comparé à ce qu'on pouvait trouver il y a encore quelques années avant les réseaux sociaux. Et donc le combat que je me suis donné, c'est de réagir à l'actualité qui tombe en essayant quand même d'apporter des éléments qui ne sont pas forcément vus du grand public. On va écouter un medley. Dans cette vidéo, je vous dévoile comment Rima Hassan incarne la parole du Hamas. Ils ont soufflé sur les braises des tensions communautaires, ils ont attisé la haine et tenté de diffuser leur idéologie toxique au cœur de notre société. Voici notre classement des stars de l'antisémitisme qui ont fait 2024. Et la star du jour est Rima Hassan. Eh oui, encore elle. Comparer Auschwitz à Gaza, ce n'est pas une erreur d'analyse. C'est une
monstruosité. Vous connaissez tous cet objet. C'est une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. C'est aussi l'objet préféré d'Emmanuel Macron. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. À tous mes amis insoumis, prenez garde. Les sionistes sont partout dans notre quotidien. Ils vous contrôlent. Et pourtant, vous ne les voyez pas. Voilà pour quelques sujets évoqués. Peut-on dire qu'il y a dézingué les préjugés contre les Juifs, la dénonciation d'LFI et des partis, j'ai envie de dire même radicaux, de la souffrance des Français juifs de France aussi, pour les sujets globaux? Oui, tout à fait. En fait, moi, je souffre, comme beaucoup de Juifs en France ici, de la montée de l'antisémitisme. Et je réfléchis à ça tous les jours, en fait, dans le sens où je me réveille avec ça et je me couche avec ça. Et je suis loin d'être le seul à être comme ça. Donc le rôle que je me suis moi-même attribué, c'est d'essayer de parler à la majorité silencieuse. Parce que la majorité silencieuse, comme j'aime souvent le dire, peut-être qu'elle est silencieuse, mais elle écoute. Donc autant essayer de lui faire passer un message qui n'est peut-être pas le message qu'il va entendre tous les jours, d'où les réseaux sociaux qui ont quand même une caisse de résonance extraordinaire. Depuis vos débuts, vous avez développé un nouveau style, moins strict, moins frontal, Confini, pour parodier Combini et peut-être séduire une nouvelle cible. On écoute un extrait. Free Palestine. Bonjour, je m'appelle David, je suis militant de CEDEC et UJFP. Je dirais surtout que je me définis comme étant de gauche radicale, anti-sioniste, anti-colonialiste, anti-fasciste, anti beaucoup de choses. Non, pas anti-ride, parce que je veux pouvoir montrer mes émotions. Tu défends les droits des femmes ? Évidemment, c'est central dans notre combat. Féminisme, sororité, inclusivité. J'ai même grandi avec une sœur, et une maman, et un chien non-binaire. C'est vous dire si je suis concerné par le sujet. Et tu soutiens Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale ? Enfin, c'est compliqué. Il a reconnu les faits, il a fait preuve d'humilité. Et puis c'est rare un homme qui tape et qui écoute. Samuel Madar, on vient d'écouter un extrait. Est-ce que vous avez une sorte de ligne éditoriale, comme une rédaction ? Est-ce que vous avez des limites à ne pas franchir ? Comment vous travaillez ? J'ai plusieurs lignes éditoriales en réalité. Il va y avoir grosso modo 3 formes, mais elles se regroupent en réalité. C'est la même ligne. Mais elles sont réparties en 3 formes, je dirais. Une qui est très sérieuse, que je peux avoir souvent ici. Une qui va mélanger un genre de sérieux avec une forme de cynisme également, qui est voulu. Et une, comme on vient de l'entendre ici avec Confini, qui est beaucoup plus parodique, parce que ces 3 formes-là ne sont pas adaptées au même public. Et j'essaye de m'adresser, si vous voulez, à un maximum de personnes. D'où les formats aussi qui peuvent être un peu plus TikTok, comme Confini, ou des formats un peu plus sérieux, que l'on peut entendre ici notamment. Vous êtes quelques jeunes, je le disais, à prendre la parole, des risques aussi, en n'ayant pas peur des mots pour défendre Israël, alerter, dénoncer, et peut-être par ce biais rassurer un peu la communauté juive, lui prendre la main dans le fait qu'elle n'est pas seule aussi sans doute. Est-ce que c'est un enjeu pour vous ? C'est un enjeu pour moi, et c'est d'autant plus un enjeu si on regarde l'histoire. Si on regarde un petit peu l'histoire, les 2 plus grandes crises d'antisémitisme en France, les dernières en tout cas historiquement, c'était l'affaire Dreyfus et puis la Shoah en France. Et si on regarde un petit peu la manière dont les Français se sont comportés dans ces 2 crises, sur l'affaire Dreyfus, il y avait moins de 5% de Dreyfusards pendant l'affaire Dreyfus. Pendant la Shoah, le nombre de résistants était d'environ 2% en France. Et ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui est la plus grande crise de l'antisémitisme depuis la Shoah. Et c'est pour ça que je dis que je m'adresse à la majorité silencieuse, parce que je parle de ceux qui étaient pro-Dreyfus, Dreyfusards, ceux qui étaient résistants, et aujourd'hui de nouveaux justes. On peut dire qu'ils sont assez peu nombreux, on les voit pas assez en tout cas. Mais la majorité n'était pas ceux qui étaient anti-Dreyfusards ou collaborationnistes. La majorité, c'est ceux qui étaient silencieux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Samuel Madar, vous n'êtes, je le disais, pas seul à mener ce combat. Avec vous, il y a Simon Moss, je pense aussi à Bob Asbara, je pense à Agité. D'ailleurs, je crois que vous êtes très amis avec certains. Vous collaborez aussi sur des posts avec notamment Michael Kriev qui parle de l'info sécuritaire en Israël, des grands événements dans le monde ou encore en France, ou encore Bastards-off pour les réseaux sociaux, ou David Benaïm. Est-ce que vous vous aidez mutuellement ? Est-ce que vous vous donnez des infos ? Est-ce que vous vous repartagez ? Oui, on discute beaucoup ensemble, et il y a un point qui est très important entre nous tous, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur tout. On a des différences, mais on a un point commun
qui est celui de la défense de l'État d'Israël et de la lutte contre l'antisémitisme. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur, j'ai envie de dire, le bien commun. Le bien commun, on l'entend bien. Est-ce que votre cible, c'est les jeunes, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément de la communauté juive? Peut-être cette majorité silencieuse dont vous parliez il y a un instant. Et est-ce que vous avez conscience de qui est votre public aujourd'hui? Oui, j'ai un public qui, et je m'en réjouis, est très diversifié. Je pensais en lançant ce compte que je n'aurais quasiment que des juifs. Et au final, non. Alors il y a beaucoup de juifs évidemment, mais il y a beaucoup de non-juifs. Et parmi ces non-juifs, il y a plusieurs types de non-juifs qui me suivent. Il y a ceux qui me disent on apprend des choses avec vous. Il y a ceux qui me disent on vous soutient, on est là, et il faut que vous le sachiez. Et puis ça fait du bien à entendre. Et puis il y a évidemment les haters. Mais bon, je prête pas trop attention à ces gens-là. On va y venir dans un instant. J'ai envie de vous poser cette question parce que, il faut le dire, souvent, vous avez des informations que personne n'a. En témoigne votre dernière information sur ce fameux liquide blanc envoyé par les drones israéliens sur la flottille à destination de Gaza. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agissait alors que certains pensaient diverses choses? Oui, il y a un liquide blanc qui a été aspergé sur la flottille où était Rima. Je l'appelle Rima parce qu'on est intime maintenant. Et donc, forcément, elle divulgue ça comme si c'était du phosphore blanc, comme si c'était quelque chose qui... En réalité, c'est pas du tout du phosphore, c'est une lumière, enfin c'est un liquide phosphorescent, mais qui n'est absolument pas... qui est inoffensif. Je tairai mes sources, évidemment, parce que je veux continuer de pouvoir informer, mais je suis en mesure de pouvoir effectivement affirmer ça. Le fait justement d'avoir lancé l'édito de Madar, est-ce que certaines personnes viennent vous parler haut placé pour vous dire voilà, j'aimerais vous donner des informations comme vous êtes en train de nous le dire aujourd'hui? Ouais. Concrètement, oui, j'ai de plus en plus d'informateurs et d'informatrices. Certains plus informés que d'autres. Et des personnes auxquelles je n'aurais probablement jamais eu accès sans avoir lancé ce compte. Comme quoi la magie des réseaux sociaux n'a pas que du mauvais et peut avoir aussi surtout beaucoup de bon. Vous avez notamment dit que, ce qui m'a beaucoup amusé, Greta Thunberg a pris, Madame Écolo, un billet et là à la destination de Paris avant de rejoindre son pays. Elle a dû le payer elle-même. Oui. Ça, c'est incroyable que vous puissiez nous le dire. J'ai envie de parler d'autre chose. Vous l'avez publié avec un message pour celles et ceux qui vous suivent et qui vous lisent en silence. Vous demandez à ceux qui vous suivent de vous repartager, de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche. Je trouvais important qu'on puisse le dire aujourd'hui sur l'antenne de Radio J parce qu'on a une plus large audience maintenant. Pourquoi c'est important pour vous et quelle est la mission que vous vous donnez au fur et à mesure du temps? C'est important parce que je ne fais pas ça pour ma gloire personnelle. Il y a forcément une question d'ego comme tout le monde sur Terre. Mais c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de porter une parole qui, si certaines personnes m'écoutent, regardent mes vidéos et trouvent du sens à ce que je dis, je pense que ça a une importance extrême pour moi de relayer cette parole qui n'est pas suffisamment entendue dans le monde. Et c'est ce que vous dites. Vous dites que ce que vous ne le faites pas pour divertir, vous le faites pour peser, parce que vous avez pris conscience que dans un monde où l'info est déformée, où les voix fortes sont étouffées, où les mots sont piégés, j'ai choisi de parler. C'est ce que vous dites. On va justement réagir ensemble là-dessus et on va aller encore plus loin dans cette émission. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec vous, Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar. Dans un instant, mes chroniqueuses nous rejoignent. Mais maintenant, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les troupes de Tsahal, guidées par les renseignements de l'ISA, ont éliminé des terroristes et frappent les sites d'armes et les infrastructures du Hamas dans le cadre d'opérations continues à Gaza. Par ailleurs, Tsahal annonce avoir éliminé à Tamoum le chef de l'organisation terroriste du village lors d'une opération en Judée-Samarie. Le chef d'état-major de Tsahal a approuvé un nouveau plan de renforcement des forces impliquant d'importants changements structurels dans toutes les branches de l'armée. L'objectif est de garantir la préparation, l'aptitude opérationnelle et l'adaptation aux menaces futures. L'année 2025 sera désignée comme une année de stabilisation sécuritaire.
Les chefs des partis d'opposition ont décidé à l'unanimité de soumettre au vote dans la journée un projet de loi visant à dissoudre la Knesset. L'objectif, faire tomber le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Un point sur la flottille pour Gaza. François Bayrou dénonce une instrumentalisation de la part des militants qui étaient à bord du Madeleine. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est inacceptable, intolérable et une souffrance, y compris pour ceux qui ont toujours défendu l'existence d'Israël, a déclaré le Premier ministre français, interpellé au sujet de la situation humanitaire à Gaza et de la détention en Israël de 8 militants, dont 4 Français. Le président argentin Javier Milei, en visite en Israël depuis lundi, a rencontré les familles des otages et des survivants de la captivité. Attendu à la Knesset pour recevoir le prestigieux prix Genesis, surnommé le Nobel juif, il devrait profiter de son discours pour annoncer l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays, la première depuis 1960, et le transfert de l'ambassade argentine de Erzilia vers Jérusalem. En France, le procès à huis clos de 3 adolescents accusés du viol collectif d'une fillette juive de 12 ans s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Nanterre. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé que la France interdira les réseaux sociaux aux moins de 15 ans si une décision européenne n'est pas prise d'ici quelques mois. Cette déclaration intervient après qu'un élève de 14 ans ait poignardé mortellement une surveillante à l'entrée d'un collège à Nogent. Merci beaucoup Nina Alouche, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Samuel Madar et mes chroniqueuses sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Les cultures juives, ça se défend. Et l'ECUJ aussi. Soutenir l'ECUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de l'ECUJ. Et votre impact est doublé. Oui, chaque don compte double. Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ECUJ. Facile, allodon.fr/ECUJ. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux, pour découvrir son parcours et ses projets. Et puisqu'on parle de communauté, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous trouvez, et que c'est peut-être aussi une des vocations de l'édito de Madar, que la communauté juive de manière générale n'est pas assez entendue ou peut-être pas assez écoutée, et que la défense d'Israël également est sous-représentée dans les médias en général, et peut-être que c'est un moteur pour vous aujourd'hui? C'est marrant parce que j'allais plutôt répondre sur le côté politique. Ouais. Sur le côté médiatique, j'ai le sentiment quand même qu'il y a un traitement qui est globalement un peu mieux que ce qu'on pouvait avoir il y a encore quelques années, mais qui n'est pas, qui est loin d'être parfait. On pourra en témoigner et agiter un peu plus tard. En revanche, côté politique, et là je vais plus précisément cibler le président de la République, je trouve que à force de vouloir convaincre tout le monde, il finit par évidemment ne convaincre personne, et à force d'échapper à ses responsabilités, il finit par devenir irresponsable. Puisqu'on parle de communauté dans cette question, sur les réseaux, c'est le choc des cultures. Depuis hier, l'Assemblée nationale a ouvert ses portes à des personnalités pour le moins particulières, avec l'audition de 8 influenceurs qui cumulent des millions d'abonnés pour une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok. Parmi eux, Nasdaq, qui revendique sa chienne de vie entre pauvreté, chômage et déscolarisation, ou encore Adé Laurent, influenceur et acteur pornographique qui vend son contenu sur des plateformes payantes. Et je pense également à Julien et Manon Tanti. Est-ce que ça vous fait réagir qu'aujourd'hui on prenne la mesure de l'importance des réseaux sociaux? Ouais, sans parler de ces personnages-là en particulier, parce qu'aujourd'hui on trouve à boire et à manger et parfois même à vomir sur les réseaux sociaux. C'est important par rapport à la jeunesse. On va dire que je parle souvent de la jeunesse, mais c'est vraiment ce qui me préoccupe moi. Les réseaux sociaux sont une quête de résonance puissance 1000 par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Et donc, il y a un effet de manipulation des masses qui peut avoir lieu, qui est monumental. Si on ne fait pas attention, si on ne met pas de garde-fou d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on va courir à notre perte. Et au-delà même de ça, s'abrutir.
C'est exactement la question que j'allais vous poser, Samuel Madar, parce que d'autres influenceurs, considérés comme plus vertueux par l'Assemblée nationale, sont auditionnés, tels qu'Hugo Décrypte, qui participe largement à donner une image catastrophique d'Israël et qui relaye sur tout ce qui se passe à Gaza et pas en Israël, qui par ailleurs publie d'autres contenus tout à fait partials et acceptables. Est-ce que c'est un problème ? Bien sûr, c'est un problème, parce que Hugo Décrypte est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Il a une responsabilité qui est énorme. Quand on divulgue, quand on diffuse, vous voyez le lapsus que je viens de faire, j'ai pas dit diffuser, j'ai dit divulguer. Des informations avec une audience qui est aussi grande, on a un devoir de vouloir, en tout cas de devoir d'être objectif, au moins un minimum. Si on traite Gaza, on traite Israël. Si on traite la gauche, on traite la droite. On doit être équitable dans ce qu'on fait et faire un petit peu attention à ça. Est-ce que donc votre objectif, c'est aussi de contrecarrer ce type de parole ? Bien sûr. Mais évidemment, c'est pas pour rien que j'ai appelé ça l'édito de Madar. J'ai pas appelé ça Madar Actu ou je ne sais pas quoi. J'ai appelé ça un édito parce qu'un édito, c'est un parti pris. Et donc, oui, j'ai un parti pris, je l'assume, j'en suis fier, et surtout, je ne le prends pas pour dire que je vais faire de la propagande. Tout ce que je dis est expliqué, justifié, entre guillemets, preuve à l'appui. Il n'y a pas une seule vidéo que je fais, ou alors où c'est un pur édito, qui ne soit réalisée sans que je montre preuve à l'appui. La problématique aujourd'hui, c'est par exemple comme pour Hugo Décrypte, qu'il a interviewé le président Macron, dont vous parliez il y a un instant. Est-ce que cette forme de légitimité acquise est un problème pour les jeunes qui peuvent prendre d'une part ses propos et ses vidéos pour argent comptant, quand on sait notamment qu'Hugo Décrypte est par ailleurs journaliste? Et est-ce que vous pensez que certains influenceurs avancent masqués et roulent peut-être pour des partis ou des pays contestables? Je pense tout de suite à J+, là. C'est pas un influenceur, mais c'est pas loin d'en être un. C'est un média d'influence. Qui n'est autre que, pour les auditeurs, Al Jazeera Plus, donc le média qatari, qui a son antenne en France et un petit peu partout d'ailleurs en Europe. Et donc qui va donner des informations qui n'en sont absolument pas, qui ne sont que de la propagande pro-Hamas, il faut quand même le savoir, avec un style très moderne. Un style que certains diront wokiste, je suis assez d'accord dessus, mais c'est pas la question. C'est que sous couvert de modernité, de progressisme, de choses qui sont très sexy sur le papier, eh bien on va faire passer des idées qui sont dégueulasses. Et ça marche. Moi, mon combat, c'est à ma petite échelle, mais bon, ça fait moins d'1 an que j'ai lancé, donc j'espère grandir aussi à ce niveau-là, mais c'est de peser dans le game pour pouvoir enfin avoir une contrebalance qui puisse être à la hauteur. Samuel Madar, étant donné que vous pesez dans le game, comme vous dites aujourd'hui, à votre petite échelle, mais quand même, j'aimerais relever, parce que vous l'avez posté sur les réseaux sociaux, donc je me permets d'en parler, relever le fait que Aymeric Caron a annoncé porter plainte contre vous sur les réseaux sociaux et le média Léon notamment, je crois savoir. Est-ce que vous avez eu une suite depuis cette annonce? Est-ce que vous avez pu vous entretenir et discuter avec lui, ou avoir un échange du moins avec lui? Vous savez, Aymeric Caron, c'est comme un chien qui aboie, mais qui ne mord pas. Le nombre de fois qu'il a menacé de porter plainte, je pensais à pas mal de personnes, aucun d'entre eux n'a reçu de convocation. Il cherche à menacer, il cherche à effrayer, il cherche même à terrifier. Ça prend pas avec moi, mais il peut continuer. Moi, il continuera à me faire sourire. Et surtout, il continuera à se rendre ridicule, parce qu'il l'est. Samuel Madar, vous êtes devenu chroniqueur dans cette émission depuis août dernier. Donc d'une année sur l'autre, l'évolution entre le démarrage de vos réseaux jusqu'à nous. En 1 an et demi, vous avez battu une solide réputation dans la communauté. Vous êtes invité par la DDF, par Franck Tapiro, ou encore à des réunions au CRIF. Est-ce que vous sentez un engagement communautaire de plus en plus fort, et quel est le step d'après? Oui, je sens d'abord, pour répondre à la première question, un engagement qui est de plus en plus fort. Je le vois avec le nombre de retours que j'ai et qui est très encourageant. Ça me donne de la force pour la suite. Et puis, si je parle de la suite, je peux pas encore vraiment en parler, mais j'ai quelques projets qui sont de diffuser l'information potentiellement à plus grande échelle. Il y a 2 projets concrets, en tout cas que l'on peut dévoiler aujourd'hui. Un premier, c'est un festival à Rachy, dimanche 22 juin. Et puis la semaine prochaine, un événement, si je peux dire cela comme ça, une grande soirée pour Naomi. J'imagine que vous parlez de Naomi Bicard, mais vous allez nous le confirmer si c'est le cas ou pas. Yaïch. Yaïch. C'est ça. En fait,
cette association donc récolte des fonds, souvent pour des raisons qui sont un petit peu différentes, mais qui sont je parlais de bien commun tout à l'heure, qui sont d'aider la communauté juive. Là, en l'état, ce gala a vocation à récolter des fonds pour offrir des vacances aux juifs défavorisés qui ne pourront pas partir en vacances cet été. Raison pour laquelle je suis hyper heureux de présenter ce gala. Ce gala, vous allez le présenter mercredi 18 juin à 19h30. Ce sera au Palais des Glaces. Il y aura quelques humoristes à vos côtés. Est-ce que vous pouvez dévoiler certains noms que l'on connaît ? Oui, bien sûr. Il y a Julien Santini. J'embrasse très très fort. Bien sûr que j'adore, qui me fait mourir de rire. Il y aura plein d'humoristes. Et il y aura des surprises David également. Azria, je crois savoir, ou encore Yoel Banaï, et puis 2 autres surprises. Quelques jours plus tard, dimanche 22 juin, Quand des mots on en parle de débat. grandes surprises, on parle de très grandes stars. Je ne dis rien, Voilà. je ne dis rien, parce qu'on n'a pas le droit de dévoiler, mais en tout cas, on a donné envie. Des mots en débat, toute la journée à Rachis. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les personnalités qui seront à vos côtés ? Oui, alors je n'ai plus le nom de toutes les personnes qui seront présentes. C'est une table ronde où on va effectivement décortiquer. On parle des nouveaux mots, on appelle ça aussi dog whistle, c'est-à-dire le fait de nommer sans dire les choses. Je vous donne un exemple. Lorsque l'on parle par exemple des dragons célestes, comme David Guiraud, le député insoumis, aime le faire, c'est un moyen de parler des juifs sans les nommer, et de manière insidieuse et péjorative, pour ne pas dire antisémite. C'est un exemple. Pour les personnalités, Ismail Saïdi, Shani Benwalid ou encore Yana Grinskun, je crois que ça se prononce comme ça, je voudrais pas trop mal épeler, ou encore Rudy Saada, que j'embrasse également, ancien d'I24 News. On va passer à la suite de cette émission, Samuel, et je vais vous demander si vous aimez le théâtre. Oui, j'aime le théâtre. Eh bien, on vous y emmène tout de suite avec Charlène Villemer. Au théâtre. Bonjour Charlène. Et bonjour Cyrielle, bonjour Samuel et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au théâtre du Rond-Point pour voir une pièce au drôle de nom. On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie. Une pièce écrite et interprétée par Eric Feldman. Sur scène, une chaise, des carnets. Eric est déjà là, on le sent préoccupé. Assis dans un fauteuil, il déroule une autofiction. Mi-conférence, mi-confidence, un stand-up assis où il télescope la Shoah, la psychanalyse, le yoga et même son chat Milord. Dans ce seul enseigne, il convoque une dizaine de personnages. Staline, Hitler, Pol Pot, son pote Pol Pot, l'appelle-t-il, son père, son oncle et même sa tante Sarah. Son humour est noir, auto-flagellant, et ça fonctionne, parce que derrière les blagues, il y a la transmission d'un traumatisme. D'ailleurs, ça commence comment, cette histoire ? Ah oui, après avoir fait l'amour à une femme, il lui demande à quoi il pense. Ça tombe bien, Eric le sait précisément. Il répond du tac au tac à Hitler. Et c'est vrai, j'étais vraiment en train de penser à Hitler. Mais pas une entité vague qui s'appelle Hitler. Non, je pensais vraiment à Hitler, à l'homme Hitler, Adolf Hitler, le fameux, à l'être humain, si on peut dire. Et on doit dire. C'est-à-dire qu'il y avait bien une maman Hitler, un papa Hitler. Bon, il y avait sans doute aussi un pépé Hitler, une mémé Hitler. Donc je pensais pas à l'enveloppe Hitler, pas au mot générique Hitler. Je pensais pas au doudou Hitler, si on peut dire. Pas le doudou maléfique, bien sûr, mais enfin le doudou quand même. Non, je pensais à lui. Perturbant ? Oui. C'est tout l'art en fait d'Eric Feldman, faire surgir une idée inconfortable pour mieux la transcender. Convoquer l'humour pour aborder sur scène la mémoire funeste de la Shoah. Il faut dire qu'Eric sait de quoi il parle. Ses propres parents ont été des enfants cachés, survivants de la Shoah. Dès lors, que transmettre à leur descendance ? Le principal concerné déploie un récit intime où il évoque le miracle d'être vivant, expirer le négatif et inspirer le positif, nous dit-il. Quant au titre de la pièce, on ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie. Il cache une clé que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui. Et oui, parce qu'on a envie de découvrir cette pièce que vous nous recommanderez. Pour quelle raison, Charlène ? Eh bien parce que Eric Feldman arrive à faire passer ses messages avec justesse et intelligence, sans violence, sans dédain, avec humour et sans pointer du doigt. À travers l'humour et l'absurde, Eric Feldman nous donne à entendre la douleur des absents. Tiens, pensez à sa tante Sarah par exemple. Elle a dit « Dieu merci, je n'ai pas d'enfants ». C'est vrai ça. On y pense peu à ces victimes collatérales, ces enfants jamais nés, ces lignées interrompues par la guerre. Dans un monde où la colère enfle, où les discours se durcissent, ce spectacle est une respiration. C'est drôle, c'est grave, c'est brillant, mi-intello, mi-idiot, c'est une réussite. On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie d'Eric Feldman, c'est au théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 30 juin prochain et à partir du 17. Merci beaucoup Charlène Villemer. Allez, tout de suite, on ira voir évidemment. Tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valenzi du collectif Agité.
Le billet du jour. Et comme chaque semaine, le collectif d'À Juste Titre nous aide à décrypter la manière dont l'antisémitisme est raconté dans les médias. Leslie Valenzy, vous m'avez confié hors antenne que les agités ont eu besoin d'une petite pause cette semaine. Oui, Cyrielle, hier, les agités ont fait grève. Alors, pas une grève syndicale, je suis pas encore devenue un tyran, mais une grève mentale. Une pause vitale, celle dont je crois on a tous et toutes besoin en ce moment. Parce qu'on s'est posé collectivement la même question, et je pense que vous vous la posez aussi. Est-ce qu'on serait pas tous en train de sombrer dans une forme de burn-out médiatique ? Il semblerait que oui. Entre les biais, les distorsions, les omissions, on s'est pris des uppercuts dans tous les sens. Imaginez, c'est comme un Shabbat chez votre belle-mère, mais qui dure beaucoup trop longtemps. Enfin, pas chez la mienne, hein, je veux juste le préciser. Nicole, je vous adore. Et je regarde la caméra, cœur sur vous. Voilà, c'était... On la salue. On la salue, c'était la Minute Fayotte. Donc, ces 24 heures de break nous ont fait le plus grand bien. Et on revient pour vous parler évidemment de la fameuse croisière qui ne nous amuse plus du tout. C'est devenu le nouveau feuilleton Netflix préféré des Français. Et les médias, bien sûr, surfent sur cette vague. Et pas qu'un peu. Plus de 2000 parutions ces 3 derniers jours sur le Madeleine. Et dans cette couverture, on a à boire, à manger, comme vous disiez tout à l'heure Samuel, à vomir également. Amalgame permanent, vocabulaire guerrier et surtout l'héroïsation des passagers de la flottille. Une flottille pacifiste, dixit Le Monde, qui titre sur une action symbolique, celle de briser le blocus israélien. C'est déjà mieux que l'Humanité qui titrait hier « Israël piétine le droit international ». Ce qui est faux, hein, mais on y reviendra. Mais le clou du spectacle pour nous, c'est de loin France 24. Alors France 24 a tendu son micro à Reva Villard, activiste à bord du bateau pour Gaza, mais aussi révisionniste, accessoirement. Et celui-ci a tenu à rappeler fermement à l'antenne que l'État d'Israël a été créé pour faire passer la pilule de la Shoah. Et donc cette phrase, elle est passée crème. La journaliste ne l'a pas interrompue. Aucune contradiction. Et ça, on va le dire avec fermeté, c'est une faute professionnelle grave. France 24, vous trahissez la mission qui vous oblige. Et vous dites, Leslie, qu'au-delà de la forme, c'est sur le fond que ce traitement est encore plus problématique. Complètement, les journalistes jouent le jeu de cette distorsion du réel et une bonne partie de l'opinion publique s'en gargarise déjà. Rien n'est normal là-dedans. À peine 3 médias ont eu l'honnêteté de rappeler l'existence du rapport Palmer de l'ONU, ce texte qui valide la légalité d'un blocus maritime en temps de guerre. Et à date, seulement 60 publications sur les 2000 mentionnent que les passagers de cette pseudo-flottille de la liberté ont reçu eau et nourriture, des sandwichs bien copieux même. Alors maintenant, stop. Ce qu'on veut voir par décence et le plus rapidement possible, ce sont des papiers, des reportages, des chroniques qui expliquent que non, l'arrestation des passagers du Madeleine n'est ni un kidnapping ni une prise d'otage. Faut être sérieux 2 minutes. Ce ne sont pas les Bibas kidnappés en pyjama le 7 octobre. Ce ne sont pas Shani Louk traîné à moitié nu à l'arrière d'un pick-up, le corps brisé et ensanglanté, ni Noah Argamani qu'on a vu hurler de toute son âme sur une moto. Ce qu'on aimerait voir aussi, ce sont des enquêtes, des vraies enquêtes sur les CV des personnes à bord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre certains passagers du Madeleine et le Hamas ? Tiens donc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à lire ici ou là, dans certains médias, des mots comme provocation médiatique, mise en scène orchestrée ou encore comédie. Et on dira que c'est toujours ça de prix. Évidemment. Et pendant que cette séquence occupait toute l'attention, un article a retenu la vôtre et pas pour les mêmes raisons. Oui, Cyrielle, parce qu'il y a quand même des papiers qui font du bien. Et l'interview du rabbin Elie Lemel parue hier dans Le Point en fait partie. On va le rappeler rapidement, Elie Lemel a été agressé 2 fois en 1 semaine, à Deauville puis à Neuilly. À chaque fois ciblé parce qu'il est rabbin, ciblé parce qu'il est juif. Et pourtant, dans cette interview, quelle sagesse infinie. Pas de colère, pas de plainte, pas même d'appel à la justice vengeresse. Il raconte avec calme, avec douceur. Il dit que son agresseur n'en avait pas après lui, mais après ce qu'il représentait. Il dit aussi que le sentiment d'être protégé ne doit pas nous quitter, que les gens ont besoin d'être éclairés et pas divisés. Et que lui, il continue à marcher, à enseigner et à répondre au mal par le bien. Et cette parole-là, elle nous rappelle que la clarté existe, que face à la haine, la dignité reste possible, que face aux mots déformés, certains continuent d'en faire bon usage. Alors chez À Juste Titre, on sait qu'il y a des agressions qui blessent, mais on sait aussi
qu'il y a des articles qui soignent. Celui-là, il fait les deux à la fois. Il a dit la violence, mais il transmet aussi une force dont on n'a jamais eu autant besoin. Merci beaucoup Leslie Valenzy du collectif Agité. Tout de suite, on va faire quand même l'introspection sur Radio J parce que je vois qu'on a un petit peu le temps. Parce que c'est un super papier qui parle de beaucoup de choses qui sont tellement vraies et tellement importantes à dire. Évidemment, Merci, et c'est l'occasion de vous demander par la même occasion si vous avez un sentiment, vous, sur la volonté réelle ou peut-être farouche de ce voyage à Gaza via cette flottille. Ce sentiment que j'ai là, c'est que c'est une pure opération de communication qui fonctionne. Ce qui me dérange, c'est ce qu'il y a derrière le back-office. Qui a organisé cette flottille? Qui a participé à l'organiser? Et visiblement, il y a le Hamas derrière. Je pense notamment à cette personne dont je n'ai pas le nom par cœur, qui vit en Angleterre, qui est un relais du Hamas clair et net. On a même vu l'approcher de très près Ismaël Haniyeh à l'époque, et qui est vraisemblablement celui qui a ordonné et organisé cette flottille. Sans parler évidemment des passagers à bord qui sont tous plus... j'ai pas le terme, c'est pas polémique, c'est pas dangereux, c'est pas loin d'être ça, c'est un mélange de tout ça. Il y a beaucoup de choses à creuser derrière cette flottille. C'est pas qu'une histoire de sandwich ou de choses drôles, c'est des choses beaucoup plus sérieuses que ça. La personnalité dont vous parlez, c'est Zaher Biraoui. Merci. Je crois savoir. Merci beaucoup pour ces mots à l'égard d'Agité. Merci beaucoup pour votre très bon travail, Leslie Valenzy, président du collectif Agité, à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant ». Je vous poserai quelques toutes petites questions pour avoir votre sentiment, Samuel Madar. La première, est-ce que vous pensez que le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de vaincre ce qui fait peur? Le courage, c'est d'affronter ses peurs. Le courage, c'est de faire face à ses propres démons, de les connaître, de les identifier pour pouvoir mieux les affronter. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Celui qui accepte le mal peut lui... Enfin, je ne saurais pas dire précisément. Je pense que pour affronter le mal, c'est de la même manière. Pour lutter contre le mal, il faut l'absorber pour pouvoir le désintégrer. Et je terminerai par cette phrase à la fin qui devrait peut-être vous parler. Nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ah oui, je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à prendre la parole publiquement, et même plus largement au lendemain du 7 octobre, on attendait du soutien. On attendait de l'humanisme, tout simplement. Et on l'a pas reçu. Et ça fait mal. Merci beaucoup pour ces mots, Samuel Madar. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et oui, parce qu'on débriefe cette émission avec vous aujourd'hui. Bonjour Véronique Zana. Bonjour Cyrielle, bonjour Samuel. Et voilà, ce n'est donc pas de votre oreille droite que je vais parler, mais bien de vous. Alors, ça a mis du temps avant de démarrer, sans doute parce qu'effectivement, vous étiez protégé, un peu rêveur, tout en étant éveillé, avec cette envie d'aventurier, de petit garçon. Mais quand même, ça commençait à germer. Le journalisme, le droit, ça commençait à faire quelque chose. Mais effectivement, il faut bien vivre, alors allons faire un tour du côté du commerce. Mais vous en avez tiré quelque chose d'essentiel que vous n'allez jamais lâcher, c'est l'utilisation du langage, à la fois pour le démocratiser, pour bien l'utiliser, et surtout pour le faire entendre aux autres et le faire s'approprier. Et comme quoi, finalement, tout ce qu'on sème, on peut en faire quelque chose. Et puis vient l'événement, l'horreur de ce 7 octobre. Comme vous dites, on est pris dedans, on est impuissant, on est scotché à l'image. Alors quoi faire ? Eh bien, vous décidez d'y aller. Et là, c'est une façon de commencer à se mettre en mouvement pour aller voir. Et quand vous revenez, ça, j'ai trouvé ça extrêmement attendrissant. Vous avez envie de faire quelque chose, mais quand même, je vais en parler à ma femme, qui vient se positionner, qui vous dit vas-y. Bon, ça traîne encore, et vous dites j'y suis allée 2-3 fois. Elle m'a dit maintenant vas-y, parce que si t'y vas pas, tu m'en parles plus. Et ça y est, c'est lancé. Et là, on a effectivement quelque chose qui a commencé doucement. On a réécouté vos premières vidéos, donc quelque chose s'ancre, se forme, commence à se structurer. Et le sens, vous avez beaucoup parlé du sens. Vous êtes approprié ce sens.
Et une fois que vous vous l'êtes approprié, alors là, on vous arrête plus. C'est le bip bip du dessin animé. Vous êtes sur tous les fronts. Vous décryptez. Donc c'est pas le bip bip du Hezbollah. Non, alors loin de moi de faire cette allusion-là. Non, on va imaginer que l'autre, c'est plutôt celui qui va prendre une enclume sur la tête. Bon, vous partez sur tous les fronts, vous utilisez tous les médias possibles et inimaginables. Et alors, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est votre ligne éditoriale. Donc, vous avez dit sérieux, un peu de cynisme et du parodique. Mais est-ce que ça viendrait pas rimer un peu avec vos 3 mots de engagé, parce que ça c'est sérieux. Après, je laisse aux auditeurs pouvoir tricoter le cynisme et le parodique entre inquiet et optimisme. Il y a peut-être un peu des deux côtés. Et voilà l'homme qui quand même maintenant il est bien structuré et il se retrouve un peu partout. Alors ce que j'aime aussi également, c'est que vous dites je veux m'adresser à la majorité silencieuse. Alors, on a entendu tout à l'heure comment les amis silencieux, ça peut faire mal. Mais ce qui est quand même intéressant pour s'adresser à ces gens-là, c'est que c'est une façon de les ramener, de leur donner des éléments et de rassembler. Donc, il y a aussi quelque chose à faire, même avec les gens qui peut-être ne savent pas comment prendre parti, comment s'accrocher. Et ça, c'est aussi une manière de prendre un sens et de prendre un rôle. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore dire chez vous ? Donc de porter la parole, alors qu'elle soit au-delà du judaïsme, une parole, c'est ce qui fait l'individu. Donc on entend bien ce qui vous tisse et comment vous voulez le mettre à disposition. Peser dans le game, ça a été assez savoureux aussi. Et revoilà, que ce soit le parodique ou l'humour, mais l'humour, est-ce qu'il n'y a pas mieux que pour ouvrir le dialogue et permettre à l'ensemble des auditeurs et des gens à qui vous vous adressez de pouvoir accrocher quelque chose de sérieux aussi. Et ça, vous l'avez bien compris. Donc, si je devais maintenant parler de ce gars-là, parce que c'est un peu comme ça que j'avais entendu votre gars-là, mais c'est lui, je mettrais chez vous fonceur, précis et gamer. Et alors, j'ai une toute petite question pour finir. Est-ce que vous connaissez vos démons ? Joker, on s'arrêtera sur ça. Merci 1000 fois Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Vous êtes venu nous faire découvrir votre parcours, vos projets. Merci beaucoup pour cet échange. Merci un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Un mot de la fin. Golda Meir disait que on avait une arme secrète en Israël, c'est qu'on n'a nulle part d'autre où aller. Moi, j'en dirais une autre pour ceux qui sont en diaspora, c'est qu'on a 3000 ans d'endurance face à l'antisémitisme, donc ça va le faire. Merci beaucoup Samuel Madar à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui. J'embrasse Alal Nuka et Tadano Kayev. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec la journaliste Raphaël Duchemin pour son ouvrage De l'ombre à la lumière. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal de Nina Alouche sur Radio J.